Salut à tous, ça fait un petit moment. Bon, je pense que c'est un petit peu pareil pour tout le monde, hein, tout ce qui est lié aux vidéos et aux sorties, c'était un petit peu compliqué en ces temps difficiles. Mais c'est pas grave, on perd pas le nord, on continue. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto TOC. On s'est dit qu'on en ferait certainement un par an, donc cette année c'est mon tour. Donc évidemment pas beaucoup expérimenté pour pouvoir donner des détails techniques précis, mais assez en tout cas pour faire un petit tuto pour ceux qui aimeraient juste débuter dans ce domaine et qui se posent encore quelques questions, quel type de canne, etc. En parlant de canne, on va commencer par ça. Il faut savoir qu'on a deux types de cannes au TOC. Il y a la canne télescopique et la canne à plusieurs brins. Moi, pour ma part, j'ai opté pour une canne à plusieurs brins. C'est pour des questions de... ça fait un peu plus authentique, voilà, c'est vraiment une canne au TOC, etc. C'est comme ça un peu qu'elles ont été conçues. Cela dit, la canne télescopique apporte bien des avantages parce qu'effectivement, une canne pour pêcher le TOC, elles sont très grandes. Donc la télescopique permet, voilà, quand on veut changer de poste, etc., de se déplacer avec moins d'encombre, surtout quand on pêche en bord de forêt ou dans des endroits vraiment encombrés par la végétation. Alors il existe aussi un troisième type de canne, pour le TOC spécialement, avec le fil qui passe à l'intérieur en fait, de la canne directement pour éviter les accrochages, etc., différents accrochages dans les arbres ou aux alentours, mais c'est pas nécessaire de se pencher sur une vidéo débutant sur celle-ci. En général, en puissance de canne, on va être entre du 5-25 grammes, voilà, pour il y a du 5-10, il y a du 10-15, etc. Mais voilà, globalement 5-25 pour la pêche au TOC, c'est le plus adapté. Et un petit dernier point sur ce qui est des cannes, au TOC, il faut savoir que c'est très souvent une action de pointe, donc c'est le dernier sillon qui travaille. Et c'est vraiment toute la souplesse qu'on retrouve, elle est ici en fait, si vous voulez. Donc le reste de la canne est plutôt rigide. Alors en ce qui concerne maintenant le chapitre sur les moulinets, il faut savoir que pour le TOC, n'importe quel type de moulinet est possible. Il n'y a pas vraiment de contrainte car sur la pêche au TOC, le moulinet sert de réserve de fil. Donc il ne va pas vous servir spécialement un moulinet, donc si vous en mettez un classique, effectivement, vous allez pouvoir vous en servir un peu plus. Mais le TOC, ça va plus nécessiter le fait de ramener le poisson comme une canne à mouche au final, en tirant la canne vers soi et ramenant un petit peu de fil effectivement si nécessaire. Alors cela dit, j'ai quand même moi pris un moulinet TOC. Alors le mien c'est un Garbolino, plusieurs marques le font certainement. Je vous avoue que j'ai pas des grandes connaissances encore en la pêche au TOC, donc j'ai plutôt fait confiance à mon vendeur et aux quelques vidéos que j'avais vues. En termes de moulinet spécial TOC en tout cas, on va pouvoir avoir le choix entre un moulinet manuel comme le mien où on va mouliner de façon classique, et il existe aussi le semi-automatique. En termes de rapidité de récupération de fil, c'est quand même un peu plus important. C'est vrai que je ne sais pas exactement le ratio d'un moulinet comme ça, mais il faut mouliner 3-4 fois pour bien avoir 20 cm. Donc voilà, si vous préférez quand même ramener le poisson sans avoir à le prendre en ramenant vers vous, pourquoi pas partir sur un moulinet effectivement semi-automatique. Il faut appuyer sur un bouton, le fil se ramène tout seul, plus pratique. Alors passons un petit peu maintenant en ce qui concerne les nylons. Alors je ne crois pas qu'on puisse pêcher à la tresse au TOC. J'ai pas envie de dire bêtises, mais dans tous les cas, moi je suis pour la truite un pro nylon. Ne quittez pas la vidéo s'il vous plaît, on est amis quand même. A savoir que le guide qui m'a appris à pêcher au TOC m'a conseillé pour ma réserve de fil de prendre un fil plutôt fluo. Il existe en bicolore, il existe en vert, en rose. Pour ma part, voilà, c'est du vert orange. Et pour la simple et bonne raison en fait que effectivement ce sont des couleurs qu'on va pas forcément retrouver au bord d'une rivière, du rose, du fluo, ce genre de choses. Ça va être beaucoup plus pratique pour repérer son fil au moment de pêcher. Donc ce qui donne un avantage considérable parce que ne pas avoir son fil au TOC, autant ne pas pêcher très honnêtement. Alors après ça peut aller de soi, mais on va partir sur des diamètres de fil un peu plus gros si on sait qu'il y a des spécimens assez gros dans les rivières. Et si le courant est très fort justement, puisque si on a tendance à accrocher un petit peu le fond ou un poisson qui nous tape en contre-courant ou quoi, ce serait dommage que le fil se casse nettement. Et du coup pareil pour son contraire, si on va dans des rivières plus basses, plus calmes et avec des spécimens un peu plus petits, on peut se permettre d'aller même sur du 12 centièmes. Moi je suis pas encore très à l'aise avec les nylons qui sont très fins, j'ai l'impression de quand même avoir tendance à casser un peu plus souvent. Pour encore une fois englober tout ça, on va souvent avoir, on va dire la taille standard va se trouver entre du 14 et du 20 centièmes. Et à rajouter aussi un petit détail sur votre taille de fil, le diamètre de votre fil va très certainement aussi jouer en fonction de la plombée que vous allez mettre sur votre bas de ligne.
Si la plombée est relativement lourde, c'est un grand mot, on va essayer d'éviter le 12 et le 14 centièmes. Alors après notre nylon qui est maintenant bien garni autour de notre moulinet, on va passer à une toute petite étape qui s'appelle le guide fil, qui se présente comme ceci. Donc le guide fil n'a pas pour but de servir de bouchon. Il sert, en plus de la couleur de votre fil, à savoir où là vous êtes au niveau de l'eau. Vous allez toujours faire en sorte que votre guide fil y soit à la surface de l'eau, et vous allez savoir, selon s'il y a des obstacles ou pas dans votre rivière, le lever de plus ou moins de 10 cm, ça va être un repère visuel, ni plus ni moins. Il en existe de différentes tailles, des ronds en forme de goutte d'eau, etc. Tout cela pareil à votre convenance. En dessous de notre guide fil qui lui se met vraiment sur la réserve de fil. Attention, le guide fil ne se met pas sur le bas de ligne. En dessous de notre guide fil, il va falloir mettre un micro-émerillon. Micro-émerillon est quand même important, plus c'est gros, moins c'est pratique, on va le dire comme ça. Donc votre micro-émerillon va servir surtout à ce que votre fil ne vrille pas sur lui-même et donc aille jusqu'à votre moulinet pour vous faire une coupée. Passons au bas de ligne. Très caractéristique de la pêche au toc, le bas de ligne qui est différent de toutes les autres techniques de pêche, toujours un petit peu plus fin que notre corps de ligne. En général, on va essayer de garder une différence de 2 centièmes à chaque fois, donc si on a un corps de ligne en 16 centièmes, un bas de ligne en 14, et ainsi de suite. Un trop grand écart de centièmes entre votre bas de ligne et votre corps de ligne fera qu'inévitablement, il y a des grandes chances que ça casse. Alors, pour ce qui est maintenant de ma plombée sur mon bas de ligne, j'ai vu récemment qu'il existait une plombée inversée. Donc très honnêtement, je vous donne l'info si cela vous intéresse, mais on va parler de la plombée classique pour aujourd'hui. Alors il n'existe pas forcément une plombée magique qui va fonctionner dans tous les cas de figure, mais en tout cas il existe un positionnement de plomb standard, et on va parler de celui-ci aujourd'hui. Reste quand même à savoir que techniquement il est rare qu'on commence sa journée avec une plombée et que ce soit la même sur la fin. Selon le niveau d'eau, le courant, le poste où on va se retrouver, il va falloir plus ou moins éloigner, espacer ses plombs ou alors en retirer pour avoir plus de légèreté quand votre plombée va atterrir dans l'eau. Le but final dans tout ça en fait est de toujours présenter son appât de façon la plus naturelle possible. Vraiment que votre verre se promène de façon naturelle, ce qui évitera aux poissons de se méfier justement. Voici comment se présente ma plombée. On retrouve bien notre guide fil ici sur notre corps de ligne, ensuite l'émerillon, et ensuite voilà. Moi pour celle-ci il y a 5 plombs. En fait ce qu'il faut savoir c'est que, comme je vous le disais, la plombée classique c'est les plus gros plombs en haut de votre bas de ligne et les plus fins plus vers l'hameçon. Et d'une autre façon, si vous voulez, plus on s'approche de l'hameçon, plus les plombs sont mis de façon espacée en fait. Donc voilà, là pour ma part, mes deux plombs font le même grammage. Le plomb en dessous fait un grammage un peu plus bas. Le plomb en dessous est le même grammage que celui qui le précède. Et mon troisième grammage arrive sur le petit plomb là. On est sur un bon 8 cm. Donc comme je vous disais, il n'existe pas de plombée magique. Mais la standard, en tout cas en termes d'exemple, ou celle par laquelle il faut commencer, on part sur du 8 cm, sur du 2x6, 1x4 et 1x2. Alors ensuite, en dessous de notre plombée, effectivement, se trouvera forcément un hameçon, sinon un petit peu compliqué de pêcher. Si vous voulez pas forcément vous embêter ou que vous voulez vite aller pêcher au toc, vous n'avez pas sur vous un hameçon adapté, c'est pas du tout grave. Un hameçon tout à fait classique marche amplement, mais à savoir qu'il existe plusieurs types d'hameçons pour le toc, avec des hampes plus ou moins longues pour une meilleure tenue du verre, une meilleure présentation du verre aussi. Effectivement, c'est vrai que ça a une petite différence en termes de présentation. Ça va laisser le verre droit et vraiment l'hameçon qui ressort au milieu dans le dos. Donc quand le poisson va venir gober, le ferrage est quasiment automatique et c'est pas négligeable du tout. Et du coup, qu'est-ce qui va venir sur notre hameçon? Parce que nos poissons ont une réputation de pas forcément être intelligents, ce qui est faux. Mais de là à aller mordre un hameçon sans appât dessus, différents appâts sont possibles en fait, et c'est là où le toc va un petit peu rejoindre la mouche si vous voulez. Le ver de terre reste un grand classique qui fonctionne on va dire toute l'année, mais vous allez pouvoir vous servir des larves, des nymphes vivantes qui sont autour de vous. À la pêche au toc, il n'y a pas de contrainte, il n'y en a peut-être pas un qui marche moins bien que l'autre, à part si effectivement on n'utilise pas tel type de nymphes ou de larves à la bonne saison, ça risque d'amoindrir les chances. En sachant aussi globalement que la pêche au toc est plus une pêche de début de saison, ouverture truite, mars, février. Pas du tout.
mars-avril. Mais cela dit, en ayant un petit peu quand même fait mes petites recherches sur les appâts, il est quand même ressorti que la mouche à merde, appelée comme ça, grosse mouche de couleur bleue, a l'air de vraiment bien fonctionner. Alors est-ce que c'est dû jusque-là à un espèce de hasard qui fait que tout le monde se dit qu'effectivement ça marche plus, ou est-ce une micro-vérité? Je ne sais pas, mais voilà, j'ai préféré le préciser ici. A savoir aussi que le TOC fonctionne avec tous les types de poissons finalement qui vont se nourrir de vers ou d'appâts d'insectes différents. On peut pêcher avec toutes les sortes de cyprinidés, donc les chubs, les gardons, les otus et j'en passe. Fonctionne tout à fait au TOC, et je ne serais pas surpris qu'un jour quelqu'un nous dise qu'il a sorti un brochet au TOC. Plus grand chose ne m'étonne dans la pêche. Au TOC, il est bon à savoir aussi que c'est bien de se concentrer. C'est bien de se concentrer, de garder vraiment son fil à la main et d'essayer d'être en adéquation avec les ressentis. La canne est très légère, donc ce qui donne un avantage quand même, un petit avantage au moment de la touche. Mais la touche va pas nécessairement se sentir, et même j'ai envie de dire, dans une grande globalité, 50% des cas on ne la sentira pas. On va la remarquer par la déviation du fil qui va plus être très logique par rapport à notre courant. Donc il va falloir ferrer. Il va falloir ferrer à ce moment-là. Pour le peu que j'ai pêché de ma petite expérience, etc., c'est quand même pas aussi simple que le poisson qui vient presque se ferrer tout seul quand on pêche au leurre. Donc voilà, ça va prendre un petit peu plus la concentration. Il n'existe pas de montage idéal. Celui qui vous le dit, c'est un menteur. Et ce serait dommage de perdre 2-3 sessions de TOC en essayant de s'acharner avec une seule et même plombée, alors que des grosses différences peuvent se faire en changeant votre plombée. Et comme je vous le disais, je vous le répète, on n'arrive pas le matin sur son poste avec une plombée et le soir avec la même plombée, sauf dans un cas exceptionnel où la rivière est à peu près la même tout le long de votre parcours. Et voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, j'espère que c'était clair pour vous. N'hésitez surtout pas à nous laisser des commentaires, non pas pour faire des vues ou j'en sais trop rien, mais pour, voilà, s'il y a des infos complémentaires, je peux y répondre, il n'y a aucun problème, ça fait vraiment plaisir de pouvoir un petit peu donner des petits conseils comme ça. Merci à tous, à bientôt pour une nouvelle vidéo, et évidemment pour ce qui va être démonstration, vous pouvez aller voir mon ouverture truite de l'année dernière sur la Dordogne à la Bourboule. Évidemment, je viens de me rendre compte à la fin du montage qu'il me manquait 2 vidéos, qu'elles n'avaient pas fonctionné, donc je n'allais quand même pas vous laisser sur une fin de vidéo aussi moche. Donc comme je vous le disais, on se retrouve pour une prochaine vidéo, ce sera très certainement l'ouverture de la truite, où nous pêcherons TOC, et du coup on va allier la technique et vous montrer tout ça au tuto. À la prochaine, et n'oubliez pas de laisser un petit pouce.